Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de votre présence ce soir pour ce diplôme consacré à l'avenir de l'OTAN. On va pouvoir débuter dans quelques instants. Permettez-moi avant ça de me présenter. Mon nom est Livio Bachelier, je suis le responsable de l'antenne lyonnaise de l'Institut Open Diplomacy. Et c'est cette même antenne qui vous propose le débat de ce soir. Afin que les débats se passent dans des conditions optimales, nous vous rappelons que vous êtes priés de bien vouloir couper vos micros pour éviter tout désagrément sonore durant les discussions. Je vous rappelle que l'événement se déroule en deux parties, une première partie modérée entre les intervenants et une partie de questions-réponses à partir des 19h si tout se passe bien. Vous pouvez donc poser vos questions aux intervenants en utilisant l'application Converser sur l'application Zoom. Vous pouvez les poser dans le chat directement, je m'occuperai de les adresser à nos intervenants ensuite. Vous pouvez également demander à prendre la parole en précisant bien, s'il vous plaît, le sujet sur lequel vous souhaitez intervenir et si le temps nous permet, nous vous la donnerons. C'est tout pour les quelques règles inhérentes au format numérique. Je vous propose donc de commencer sans plus tarder le diplolab de ce soir, consacré, comme vous le savez, à l'avenir de l'OTAN. L'OTAN, justement, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette célèbre alliance défensive créée en 1949 pour dissuader à l'époque l'URSS de toute expansion territoriale en Europe. À l'époque, l'objectif était clair et le premier secrétaire général de l'Alliance, Lord Ismay, l'avait bien résumé dans une formule désormais célèbre: maintenir les Russes dehors, les Américains dedans et les Allemands à terre. Évidemment, le contexte géopolitique est depuis bien différent. La guerre froide est terminée depuis presque 30 ans. La stratégie et les objectifs de l'Alliance transatlantique ne sont plus les mêmes. En témoigne par exemple le nombre d'États membres de l'Alliance qui se porte aujourd'hui à 30. L'OTAN conserve néanmoins certains de ses éléments fondateurs. Je pense par exemple à l'article 5 du traité qui stipule qu'en cas d'agression de l'un des membres, tous les autres font bloc pour lui venir en aide, ce potentiellement par une riposte militaire. Alors l'OTAN, résidu de la guerre froide ou véritable alliance militaire ancrée dans le XXIe siècle, les critiques fusent depuis quelques années à l'égard de l'Alliance, jugée obsolète par le président américain Donald Trump, qui regrettait alors la participation insuffisante des autres États membres au budget de l'Alliance, une vision très commerciale des traités internationaux qui lui est propre, mais également qualifiée d'organisation en état de mort cérébrale par le président français en novembre dernier, Emmanuel Macron, qui regrettait alors à l'époque une absence de cohésion entre les États membres suite à l'invasion turque en Syrie. Mais si l'OTAN est parvenue à se maintenir malgré la chute de l'URSS, survivra-t-elle aujourd'hui au désintéressement toujours plus profond des États-Unis à l'égard de l'Europe? Survivra-t-elle aux menaces toujours plus nombreuses que la Russie fait peser sur le continent? Survivra-t-elle au projet de défense européenne? Survivra-t-elle enfin à ce que certains qualifient aujourd'hui de crise du multilatéralisme? Pour en débattre ce soir, nous avons l'immense honneur et plaisir d'accueillir trois intervenants de renom, à commencer par l'amiral Patrick Chevalreau. Amiral, bonsoir. Vous êtes consultant, senior fellow de l'Institut et officier général de la 2e section. Vous avez travaillé au sein de l'Alliance transatlantique à plusieurs reprises au cours de votre carrière, en tant que chef de branche développant des concepts opérationnels, mais également en tant que directeur de cabinet, commandant suprême allié pour la transformation. Enfin, vous avez été conseiller du chef d'état-major des armées pour les questions relatives à l'OTAN de 2013 à 2015. Nous accueillons également Brice Didier. Monsieur Didier, bonsoir. Vous êtes chercheur, doctorant et collaborateur d'enseignement pour le Global Studies Institute, GSI, de l'Université de Genève. Vous êtes également fellow de l'Institut Open Diplomacy pour les enjeux de politique étrangère de l'Union européenne et de PESC. Et enfin, le professeur Thierry Fortin. Monsieur Fortin, bonsoir. Vous êtes enseignant au sein de l'Institut d'études politiques de Lyon, spécialiste des questions de défense, de sécurité et des enjeux internationaux. Vous avez été officier réserviste de l'armée de terre et avez travaillé au sein du ministère de la Défense pendant plusieurs années. Vous êtes également spécialiste du monde anglo-saxon. Pour débuter les débats de ce soir, je vous propose de les entamer par une première série de questions qui vise à esquisser l'état actuel de l'Alliance, à en dresser la situation aujourd'hui, c'est-à-dire la situation à 3 niveaux, le niveau français dans un premier temps, européen ensuite et transatlantique américain en dernier lieu. Donc ma première question, elle est pour vous, amiral. Que représente l'OTAN pour la France, c'est-à-dire quels sont les intérêts stratégiques et militaires de la France avec l'OTAN, mais également pourquoi le président de la République a-t-il critiqué aussi vivement l'organisation en novembre dernier? Oui, bonsoir à tous et permettez-moi encore de vous dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir pour un sujet qui a été un petit peu au cœur de finalement de ma carrière professionnelle durant ces 20 dernières années. Alors, que représente l'OTAN pour la France? Bon, la France et l'OTAN, je dirais que c'est une histoire compliquée et une histoire turbulente. La France, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été membre fondateur en 1949 du traité de Washington, et ça a été un membre actif pour l'élaboration de ce traité.
Et puis ensuite, vous le savez, sans doute tous, en 1966, le général de Gaulle a retiré le pays de ce qu'on appelle la structure militaire intégrée de l'organisation. Et puis en 2009, le président Sarkozy a à nouveau fait rentrer la France dans l'organisation structurée. Je dirais que la France, c'est le seul pays, en fait, à s'être retiré des structures. L'organisation s'est étendue, elle a 30 membres aujourd'hui, vous l'avez rappelé. L'exemple de la France en 1966, finalement, n'a été suivi par aucune autre nation. Voilà. Alors, cette situation, cette histoire très particulière, très singulière, elle confère aujourd'hui à la France une visibilité particulière, je dirais, aux yeux de nos partenaires. Et la France est aujourd'hui considérée comme étant encore un pays qui a une voix singulière. Voilà. Donc la France n'a jamais quitté l'Alliance, hein, contrairement à ce qu'on entend parfois. La France est restée au Conseil de l'Atlantique Nord, mais était simplement absente des structures militaires intégrées. Alors je dirais aujourd'hui que depuis la décision de réintégration du président Sarkozy, il y a un relatif consensus finalement dans la classe politique. La réintégration a été décidée en 2009, mais des pas vers la réintégration dans les structures avaient déjà été réalisés par les présidents Chirac et même Mitterrand pour certains aspects. Et sous la présidence Hollande, il y a un document très important qui s'appelle le rapport Védrine, et qui est daté de décembre 2012, qui est remarquablement écrit et qui tente à cette époque de dresser un bilan, finalement, au bout de 3 années de réintégration dans ces structures militaires. Et de fait, à la suite de ce rapport, tacitement, François Hollande a entériné le retour dans ces structures. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas pour les Européens, il n'y a pas de cadre multinational organisé qui puisse se substituer à l'OTAN pour faire face aujourd'hui à une menace militaire majeure, si cette menace visait à se matérialiser. L'Union européenne développe ses capacités militaires au travers de la PSDC, mais aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas prête et elle ne le sera sans doute pas avant un certain temps. Donc la France s'appuie tout naturellement sur l'OTAN, mais pas de manière exclusive, comme le font certains de nos partenaires qui n'ont pas développé, comme nous, une culture et des outils d'autonomie stratégique qui, là, pour le coup, sont une caractéristique française. Alors cet attachement de la France à l'OTAN, pour l'avoir vécu personnellement, je crois qu'il est très réel et sincère. La France aujourd'hui est le 3e contributeur au budget commun de l'Alliance, après les USA, après l'Allemagne et quasiment à égalité avec le Royaume-Uni. Je crois qu'on est un peu plus contributeur aujourd'hui que le Royaume-Uni compte tenu des PNB des 2 pays. Aujourd'hui, on a 600 officiers et sous-officiers effectivement affectés dans les états-majors de l'OTAN. La France se trouve être à la tête, avec un officier général, d'un des 2 grands commandements stratégiques de l'Alliance, celui de Norfolk aux États-Unis, et qui est en charge de la préparation du futur, finalement. Alors, il faut bien voir que la France aujourd'hui est un partenaire crédible. Alors, elle est un partenaire crédible dans l'Alliance au travers de sa participation passée aux opérations de l'OTAN. Ça, c'était en Bosnie avec la SFOR, au Kosovo avec la Kosovo Force et en Afghanistan avec l'ISAF. Et aujourd'hui, nous sommes toujours présents, notamment dans les pays baltes, au sein des forces de présence avancée de l'OTAN qui se sont déployées là-bas de manière rotationnelle depuis l'année 2014, qui en fait a été un coup de semonce
pour les pays de l'OTAN avec l'annexion de la Crimée et le conflit dans l'Est de l'Ukraine. Je dirais que la France est un partenaire crédible pour l'OTAN parce qu'elle dispose de deux éléments sans lesquels cette crédibilité n'existerait pas et qui font aussi que la France est singulière dans l'OTAN, avec quelques très peu d'autres partenaires. D'abord, nous avons les capacités militaires qui nous permettent d'agir dans ce qu'on appelle le haut du spectre des opérations, c'est-à-dire les opérations les plus exigeantes contre des adversaires très bien armés. Et d'autre part, la France a toujours démontré qu'elle avait la volonté politique de s'engager dans des opérations. Donc l'un ne va pas sans l'autre, capacité et volonté politique. On l'a vu ces dernières années, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur ces interventions, on l'a vu ces dernières années en Libye, on l'a vu lorsqu'il s'agit de frapper les installations chimiques du régime syrien en avril 2018, même si ce n'était pas une opération de l'OTAN, c'était une opération de coalition extrêmement brève, et on continue de le voir aujourd'hui dans le Sahel. Un autre élément essentiel pour nous de notre présence dans l'OTAN, et très important pour la nation que nous représentons, c'est le rôle de pourvoyeur d'interopérabilité qu'offre l'OTAN. Alors l'interopérabilité, c'est la capacité concrète de s'engager en opération aux côtés de nos partenaires. L'interopérabilité, elle se développe au travers de l'entraînement, au travers d'exercices. C'est la capacité des matériels, des systèmes d'information de se parler, de communiquer. Tout ça est indispensable lorsque l'on fait des opérations en commun. Donc l'OTAN, avec ses normes, ses procédures, l'entraînement des états-majors, c'est un véritable creuset d'interopérabilité. Et cette interopérabilité, elle est essentielle, y compris dans des cadres d'engagement qui ne sont pas les cadres d'engagement de l'OTAN, comme par exemple pour les opérations en coalition, que j'ai mentionné tout à l'heure, ou même pour les opérations de l'Union européenne. Et le meilleur exemple, c'est peut-être l'opération Atalante, l'opération anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique, où finalement les marines des pays de l'Union européenne, elles communiquent entre elles, elles travaillent entre elles en utilisant des procédures OTAN. Voilà. Et puis finalement, je dirais, pour en terminer, que notre présence pleine et entière au sein de l'OTAN, elle facilite sans doute un peu notre action pour faire avancer l'Europe de la défense. Parce que notre participation aux deux organisations permet de faire jouer la complémentarité plutôt que l'opposition. Donc être dans l'OTAN n'est pas une mauvaise chose pour faire avancer notre agenda européen. Et puis, pour terminer, notre présence dans les structures intégrées de l'OTAN, aux côtés du Royaume-Uni, a sans doute aussi rendu plus facile la signature des très importants accords de Lancaster House, qui sont des accords militaires bilatéraux entre la France et ses partenaires britanniques. Voilà. Merci beaucoup, Amiral, pour cet éclaircissement sur la position française et de l'OTAN. Effectivement, on aura l'occasion de reparler de cette Europe de la défense, mais puisque la transition est faite avec l'Europe, on va passer à une seconde question pour Monsieur Didier, une question qui concerne cette fois-ci l'échelon de l'Union européenne. Que représente l'OTAN pour les pays de l'Union européenne? Pour quel pays de l'UE l'Alliance transatlantique est-elle vitale en termes de sécurité? Mais surtout, la Russie constitue-t-elle toujours une menace suffisante pour justifier l'existence de l'OTAN au niveau européen, Monsieur Didier? Alors, merci beaucoup, Livio, pour la question. Merci pour l'invitation. Et puis, j'en profite aussi pour saluer le professeur Fortin et l'amiral Chevalleroux. C'est un peu intimidant de me retrouver avec vous aujourd'hui pour une première intervention. L'amiral Chevalleroux a déjà évoqué un peu l'Union européenne. Donc, peut-être que je vais revenir sur la nature, voire la raison d'être en fait, de la relation entre l'Union européenne et l'OTAN pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne vraiment aujourd'hui, en quoi l'OTAN est essentielle pour l'Union européenne et ses États membres. Je pense que la raison d'être de la relation entre l'Union européenne et l'OTAN, elle repose avant tout sur une série d'échecs au début du processus de construction européenne, du côté d'un certain nombre d'initiatives des États membres fondateurs, notamment l'échec de la Communauté européenne de défense, qui a été le premier grand échec
de construction d'une communauté à l'échelle européenne après les traités CECA, etc. Sachant aussi que le projet de communauté européenne de défense à l'époque, dans les années 50, est bien plus ambitieux que ce qu'on pourrait encore penser et imaginer aujourd'hui. Et puis ensuite, un deuxième échec qui est lié cette fois à l'institution qu'on a construite à défaut de cette communauté européenne de défense, qui était l'Union de l'Europe occidentale, qui était finalement une coquille vide politique qui a permis de lancer un certain nombre de projets qui ont été ensuite repris par les États membres de l'Union européenne dans la construction de la politique européenne de sécurité et de défense, mais qui finalement n'a pas fait grand-chose. Donc en fait, l'OTAN, qui au départ, comme le disait l'amiral Chevalreau et comme Livio l'a dit dans son introduction, devait être une organisation temporaire, mais très vite, face à ces échecs, l'OTAN est devenue en fait le pilier de la défense européenne. Et de la défense au sens traditionnel, au sens territorial du terme, de la communauté et de ses États membres. Néanmoins, en fait, avec la constitution d'une union un peu plus politique avec le traité de Maastricht, on voit la naissance d'une politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, la fameuse PESC, et on voit aussi une Union européenne qui commence à s'affirmer un peu sur la scène internationale. Le problème qui se pose encore une fois, c'est que cette politique étrangère et de sécurité, elle est surtout déclaratoire et elle n'a pas vraiment de moyens d'action tangibles. Donc, on se situe dans les années 90 et on a une crise dans les Balkans qui survient, donc aux portes de l'Union européenne, et une crise aussi au Kosovo un peu plus tard, toujours dans les Balkans. Et les Européens, encore une fois, constatent qu'ils sont incapables d'agir et que l'Union européenne n'a pas de moyens crédibles ni autonomes pour mener des actions et de stabiliser ses voisinages. Donc, c'est finalement l'OTAN qui, encore une fois, prend la main et qui intervient pour gérer la crise. Donc, face à ce constat d'échec, encore une fois, on va du coup décider de donner les moyens à l'Union européenne d'agir et on va commencer à construire, à partir de 1997 et du traité d'Amsterdam, la fameuse politique européenne de sécurité et de défense qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de politique de sécurité et de défense commune. C'est la même chose, on a simplement changé l'acronyme. Et cette construction, elle se fait en deux temps. Donc, tout d'abord par une impulsion institutionnelle avec le traité d'Amsterdam en 1997. Sauf que le traité d'Amsterdam, il met 2 ans à entrer en vigueur. Et entre-temps, en 1998, on a un événement un peu particulier qui a lieu en France, c'est la rencontre franco-britannique à Saint-Malo, qui va donner cette fois-ci une impulsion politique au processus d'intégration européenne en matière de défense, avec les Britanniques qui jusqu'alors avaient été un peu en retrait et avaient refusé les initiatives en matière de défense depuis leur adhésion à l'Union européenne, vont finalement accepter de faire un pas en avant. Et donc, le sommet franco-britannique de Saint-Malo permet de donner une impulsion politique à la création de cette politique européenne de sécurité et de défense, mais en même temps, il met à jour une opposition entre deux tendances majeures dans la constitution de cette défense européenne, donc entre deux camps. Donc, d'un côté, on a les européistes qui sont menés par la France et qui pensent que la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne doit parvenir à atteindre une certaine autonomie, une certaine émancipation, notamment des États-Unis et de l'OTAN. On est encore à une période où la France est toujours sortie du commandement intégré de l'OTAN. Et puis de l'autre, on a une tendance très importante aussi, qui est peut-être celle qui va primer jusqu'à peu près au Brexit, qui est la tendance un peu plus atlantiste, qui est cette fois menée par le Royaume-Uni, et qui va penser la politique européenne de sécurité et de défense comme le pilier européen de l'Alliance Atlantique, donc pour renforcer, pour compléter ce que fait l'OTAN. Et puis cette tendance-là, elle va être très rapidement renforcée, puisqu'en fait, au début des années 2000, on va avoir le grand élargissement de l'Union européenne à l'Est, et l'Union européenne va absorber les anciens pays du pacte de Varsovie, et des pays comme les pays d'Europe centrale et orientale, je pense notamment à la République tchèque ou à la Pologne, et puis les États baltes, qui, eux, comptent vraiment sur l'OTAN et sur la dissuasion assurée par les États-Unis pour se prémunir face à la menace russe. Donc, malgré cette initiative de création d'une politique européenne de sécurité et de défense à la fin des années 90 et à son renforcement institutionnel, et on va avoir aussi la création de l'Agence européenne de défense et un certain nombre d'initiatives de création du principe des battle groups, par exemple, c'est paradoxalement un peu le paradoxe de l'intégration, si je puis dire, puisque on va avoir un élargissement en même temps que la création d'initiatives qui finalement va freiner les ambitions qui sont associées à ces mêmes initiatives. Et donc, on va avoir un élargissement qui va ralentir l'approfondissement en matière de défense.
Et puis aussi, on a un autre phénomène qui est l'inquiétude du côté de l'OTAN de voir justement l'Union européenne se doter de moyens crédibles et peut-être de s'émanciper un peu des structures de l'OTAN. Et on va avoir avec les accords de Berlin Plus au début des années 2000 également, l'OTAN qui va proposer à l'Union européenne de pouvoir bénéficier de ces structures pour mener des actions, et puis qui dans le même temps va édicter le fameux principe des 3D qui prime dans les relations entre l'Union européenne et l'OTAN encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique européenne en matière de défense ne doit pas se dissocier de l'OTAN, elle ne doit pas dupliquer ce qui se fait déjà dans l'OTAN, dupliquer les moyens, et puis elle ne doit pas non plus discriminer les États qui sont membres de l'OTAN mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je pense notamment par exemple à la Turquie, avec l'OTAN qui permet aussi de limiter un certain nombre de conflits. Donc en fait, ce qu'on voit à travers toutes ces initiatives, c'est que la politique européenne en matière de défense, elle va se développer au fur et à mesure, et son approfondissement va être contraint dans la mesure aussi où on va l'associer de plus en plus à l'OTAN. Et puis ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est qu'à travers donc, le dernier grand traité de l'Union européenne, qui est le traité de Lisbonne, l'OTAN est vraiment le socle de la défense européenne, puisque on va jusqu'à dire que le principe d'assistance mutuelle de l'Union européenne, avec l'article 42 du traité de Lisbonne, nous dit que finalement, tout ce que fait l'Union européenne doit se faire quand même dans le cadre qui est prévu par l'OTAN pour les États membres qui sont concernés par l'OTAN. Donc vraiment, l'OTAN sert de socle à la défense européenne, et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. La politique de défense européenne, elle sert surtout à mener des opérations de gestion de crise, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Elle ne sert pas à défendre les territoires des États membres de l'Union européenne, c'est l'OTAN qui sert à ça. Et la menace principale, effectivement, reste la Russie. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'OTAN lui-même s'est détaché un peu de son principe de défense et d'assistance mutuelle, avec ce qu'on connaît des déclarations de Donald Trump qui remet en cause l'article 5. Et puis aussi l'OTAN qui a développé des nouvelles missions, qui a développé son concept stratégique et ce qui s'est un peu éloigné du principe cœur de dissuasion contre les menaces comme la Russie. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Monsieur Didier, pour cet éclairage de l'OTAN au niveau européen qui, effectivement, nous change du niveau français. Et il est vrai que réfléchir à l'OTAN sans parler des États-Unis, c'est une réflexion bien partielle, puisque les États-Unis portent à bien des égards l'Alliance transatlantique. C'est pourquoi c'est la question que je souhaitais adresser à M. Fortin pour conclure cette première série de questions sur les 3 échelons de l'OTAN, avec une question très simple. Que représente finalement l'OTAN pour les États-Unis? Quels sont les intérêts stratégiques militaires des États-Unis avec l'OTAN? Et surtout, quelles sont les conséquences aux États-Unis et les critiques que porte Donald Trump, qu'adresse Donald Trump à l'Alliance, les critiques notamment budgétaires? M. Fortin. Alors, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Ensuite, si on reprend historiquement, je dirais le mouvement de balancier un peu dans la politique étrangère américaine, il y a toujours eu une vision un peu ambivalente de ce qu'ils devaient faire par rapport à l'étranger. Soit on s'engage à fond, soit on est isolationniste. C'est un peu ça se succède un peu, les périodes se succèdent en étant, on va dire, un peu dans des extrêmes. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut se rappeler quand même qu'ils avaient prévu un retrait planifié dans les 2 années. Et puis devant la menace, parce que Staline n'était pas fiable du tout, il n'y avait aucune certitude, vu les garanties qui avaient été données, qui n'avaient pas été tenues, que Staline en reste là, les Américains se sont réengagés après un intense lobbying des Britanniques, en particulier, je pense que c'était le Labour Party, mais c'était Ernest Bevin, c'était le ministre des Affaires étrangères d'Attlee, qui était un membre du Labour Party, on va dire, quasiment anticommuniste. Il était très atlantiste, c'était un personnage un peu particulier. Il a fait un très gros effort politique et diplomatique pour que les Américains s'impliquent dans la défense des Européens, parce que les Britanniques étaient quasiment tout seuls. La France n'était plus capable de produire du matériel militaire. On a été capable de produire notre matériel vraiment français de qualité mondiale et de le vendre à partir des années 60. Les Mirages, des navires, des porte-avions, des sous-marins, voilà, des armes nucléaires, et ainsi de suite. C'est uniquement les années 60. Jusqu'à la guerre d'Algérie, on avait essentiellement du matériel américain. Le matériel français, c'était du matériel américain. C'est le matériel de la guerre du Vietnam pour les avions. Voilà. Donc, il y avait une nécessité de pousser les Américains à s'impliquer dans une alliance
qui serait un peu l'aboutissement de l'effort européen, franco-britannique essentiellement d'abord, qui avait vu la signature du traité de Dunkerque en 1947, puis ensuite Bruxelles avec le Benelux en plus en 1948. Et là, on atlantisait d'une certaine manière l'effort de défense, et on avait un grand frère, pas comme le grand frère soviétique, mais alors un grand frère transatlantique qui permettait d'augmenter nos capacités de défense et de ne pas laisser les Britanniques tout seuls défendre le continent. Donc, pour les Américains, il y a eu un intérêt quand même s'ils ont dépensé du temps, de l'énergie, des hommes, du matériel. Il faut savoir que leur déploiement en Allemagne, c'était quasiment un demi-million d'hommes au plus fort de la guerre froide. C'était énorme. C'était des déploiements qui étaient énormes. Mais il y a quand même un intérêt pour eux. Ils sont pas, on va dire, on est en relation internationale, on a des alliés, on a des opportunités, mais on a rarement des amis. Et il y avait quand même, ils sont pas philanthropes, il y avait quand même des intérêts très stratégiques, très significatifs pour eux. Ça permettait déjà de garder l'Europe sous contrôle parce qu'ils ne savaient pas ce que le milieu politique, l'environnement politique européen allait donner, avec une offensive quand même soviétique, communiste qui était très forte. Il faut rappeler quand même qu'il y avait des gens du renseignement soviétique en Europe, implantés en Europe dès les années 30. Les Anglais s'en sont rendus compte à leur dépens dans les années 50-60. Ils étaient totalement infiltrés, leur renseignement était totalement infiltré. Ce n'est pas ce qu'on a vu dans les films de James Bond, hein. C'était un peu l'inverse. Ils étaient totalement manipulés, totalement infiltrés. On avait un vote communiste très fort en France. On avait une guerre civile en Grèce après la Seconde Guerre mondiale. L'Italie, il y avait un risque de guerre civile aussi. Donc, ça a permis de garder l'Europe sous contrôle, de stabiliser sous, on va dire, contrôle démocratique, libéral du monde libre. Hein. C'était la grande vision américaine qui reprenait un peu ce qui avait été dit dans la charte du Atlantic Charter en 1941. Pardon. Donc, ça avait été mis plus ou moins en application là. Alors, cette fois-ci, c'était contre l'URSS. Aujourd'hui, il n'y a plus le pacte de Varsovie, on n'a plus le bloc de l'Est, mais il y a une manière quand même, même si on n'est pas en guerre avec la Russie en elle-même ou la population russe, on voit c'est un peu attirance-répulsion hein, avec les Russes. Je pense que le gouvernement le leadership de Vladimir Poutine a montré qu'on ne pouvait pas complètement leur faire confiance non plus. Il y a des tentatives d'infiltration. Ils sont beaucoup plus fins qu'ils le faisaient à l'époque de la guerre froide, mais il y a des tentatives de déstabilisation, d'infiltration, de manipulation. Et pour que, on va dire, ce bloc européen reste plus ou moins sous contrôle atlantique, il vaut mieux continuer à s'impliquer. Ça permet d'éviter, on le voit avec le domino des Balkans, hein, les Américains grignotent petit à petit les différentes cases. Il y a les Serbes résistent parce qu'ils sont vexés de la guerre, de ce qui s'est passé, des choix qui ont été stratégiques, qui ont été faits par les Européens et l'OTAN lors de la guerre en Bosnie et surtout au Kosovo, qu'ils ont vu comme quelque chose de proactif, de complètement d'unilatéral. Mais on voit le dernier membre, aujourd'hui, c'est la République de Macédoine du Nord. Hein, ce n'est pas quelque chose de particulièrement surprenant. Et puis, ça permet de contrôler aussi la Baltique. La zone Baltique est quand même c'est une poudrière qu'on voit moins ici. Nous, nos intérêts stratégiques sont moins tournés vers le nord de l'Europe. C'est plus vers la Méditerranée, des problèmes de migrants, des problèmes de terrorisme djihadiste. Mais pour des Polonais, pour des Baltes, c'est quelque chose qui est, je le vois avec mes étudiants, les étudiants des États baltes que j'ai tous les ans dans mes groupes d'étudiants internationaux, c'est une obsession parce qu'ils ont une forte minorité, pour les Estoniens en particulier, les Lettons, une forte minorité russophone, et c'est le bras de levier que les Russes ont utilisé jusqu'à maintenant pour intervenir partout, à l'est de l'Ukraine, en Abkhazie, en Ossétie du Sud, pour la guerre en Géorgie, et ainsi de suite. Donc ils risquent évidemment de le refaire à peu de frais parce que ça fonctionne, parce que ça marche. Donc il y a la possibilité pour les Américains en étant, parce que le commandant suprême de l'OTAN, c'est toujours un Américain. Le commandant en second, pour la première fois, ça a été quelqu'un d'autre qu'un homme britannique, je crois, en 78, c'était un Allemand. C'était un peu la réhabilitation de l'Allemagne, on va dire, au sens historique du terme, mais c'est toujours un Américain qui dirige l'OTAN, donc ça permet de garder quand même l'Europe sous contrôle, le continent sous contrôle.
Deuxième intérêt, au-delà du politique, évidemment une portée politique aussi, c'est qu'il y a un intérêt économique intéressant parce que Est-ce que vous pouvez bien penser à couper vos micros, s'il vous plaît? Ouais, j'ai des parasites. Voilà, je reprends. Merci. Donc, le deuxième intérêt, c'est un intérêt économique parce que cette interopérabilité, comme l'amiral Chevalleron en parlait tout à l'heure, ça nécessite aussi, si possible, d'avoir des matériels compatibles et tant qu'à faire, autant avoir les mêmes. Et évidemment, le pays qui a la capacité de produire le plus, c'est les États-Unis. Ils produisent des matériels qu'ils arrivent à vendre à des prix intéressants parce qu'ils en produisent beaucoup. Nous, on produit, pour le Rafale, on prend le Rafale, on en fait moins de 10 par an. Enfin, c'est 10-12 par an. C'est vraiment très peu. La production d'avions a baissé entre les années 60 et aujourd'hui. C'est des avions qui ont des capacités bien plus grandes, ainsi de suite. Mais quand même, la capacité de production, elle est bien plus importante chez les Américains qu'ailleurs. On regarde le nombre de F-16 qu'ils ont réussi à vendre par rapport au nombre de Rafale qu'on a réussi nous à vendre, ou le nombre d'Eurofighter Typhoon que les Britanniques ont réussi à vendre. Il y a évidemment, c'est sans aucune commune mesure. Donc, ça permet d'avoir des marchés assurés où vous aurez des clients quasiment sans coup férir. Ça a été le cas pour le F-104 Starfighter dans les années 60, où il fallait un avion supersonique de pénétration pour mener des frappes nucléaires tactiques sur des forces soviétiques qui envahiraient l'Europe. Les Américains ont proposé leur F-104 de façon plus ou moins, ils ont un peu forcé la main aussi. Il y a eu des grosses accusations de corruption, ce qui a mené à des démissions au sein de la Luftwaffe allemande. Mais bon, ils ont réussi à le vendre. C'est un avion qui a été vendu à 300 exemplaires aux États-Unis, à l'US Air Force, et ils ont réussi à vendre des milliers d'exemplaires grâce à l'OTAN. Donc, ils ont réussi à renflouer Lockheed Corporation, qui était un peu exsangue. Ils ont vendu le F-16 à quasiment tous les pays de l'OTAN. Aujourd'hui, c'est le F-35. C'est une vente qui est là aussi très controversée, parce que pour beaucoup de pays, c'est trop cher pour ce que c'est. En gros, on n'a pas besoin d'avoir un appareil aussi cher, et on sera très dépendant parce que toutes les pièces, en fait, viennent quasiment… le contrôle technologique, il est américain. Même les Britanniques, qui sont nation du premier cercle, c'est la seule nation du premier cercle, n'ont pas toute la technologie. C'est-à-dire c'est un avion qui est destiné à combattre en coalition, ça a été dit clairement. Donc ça, c'est un deuxième intérêt, de pouvoir avoir des marchés pour l'économie américaine, qui reste une nation d'entrepreneurs. C'est un de ses invariants stratégiques. Et le troisième intérêt, c'est le rôle de leader mondial, qu'on crée un bloc autour de soi. Il y a c'est un peu par nécessité, c'est des alliances objectives, mais bon, il y a plein de pays qui finalement vont dans votre direction parce qu'ils ont besoin de vous pour leur défense. C'est le cas des Baltes, c'est le cas des Polonais. Le centre de gravité aujourd'hui, il est là, il est essentiellement là parce que les Portugais, j'imagine que les Portugais ou les Italiens voient moins le problème de la menace russe que les gens du nord de l'Europe. Et on se rend compte aujourd'hui, à l'intérieur des pays européens, même hors OTAN, que ceux qui ont la meilleure vision de l'OTAN, c'est parfois des pays qui ne sont même pas dans l'OTAN. Il y a eu un sondage récemment d'opinion au Pew Research Center, où on avait une meilleure opinion de l'OTAN en Finlande et en Suède, qui ne sont pas des pays de l'OTAN, mais qui sont des pays qui sont proches évidemment de la Baltique et qui se sentent directement menacés par les Russes. Il y avait une meilleure opinion de l'OTAN que chez les Grecs ou les Bulgares. Donc voilà, donc ça permet d'avoir une influence politique, économique, culturelle aussi, parce que ça crée une culture commune. C'est pas forcément la meilleure, on va dire, affectation pour des militaires américains d'être à l'OTAN, mais on va dire, c'est un peu de bread and butter mission. C'est comme ils le disent, c'est-à-dire c'est la mission de base. C'est important pour la stratégie américaine de contrôle de l'économie, c'est une vision impériale un peu, mais face aux rivaux russes qui sont plus des trublions pour eux qu'autre chose, et même s'ils sont très armés, c'est pas un pays qui économiquement, on regarde la dépense militaire de la Russie, c'est un dixième de la dépense militaire américaine, même moins. Donc c'est rien, c'est pas ça. Par contre, face aux rivaux chinois, c'est une autre paire de manches, et Dieu sait ce que l'après-coronavirus va donner. Merci beaucoup, professeur. Je me permets d'ailleurs de compléter vos propos assez intéressants sur l'aspect économique de l'Alliance et de la vente de matériel par une phrase qui avait été prononcée par notre ministre des Armées, Mme Florence Parly, qui disait que l'OTAN, c'est l'article 5 et pas l'article F-35. Et c'est effectivement un enjeu intéressant sur lequel on pourra peut-être revenir dans la question-réponse. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions aux intervenants sur le chat de Zoom en appuyant sur le bouton « Converser ». J'en ai déjà vu quelques-unes. On y reviendra dans quelques instants après cette deuxième série de questions. Deuxième série de questions qui se concentrerait plus sur l'avenir
en lui-même de l'OTAN, l'avenir en lui-même de l'Alliance. Je pense qu'il y a un premier enjeu qu'on a déjà vu apparaître, qui est celui de la défense européenne. J'aimerais, Monsieur Didier, vous faire réagir sur une citation de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui disait en novembre 2019 « Toute tentative d'éloigner l'Europe de l'Amérique du Nord affaiblira l'alliance transatlantique, mais risque aussi de diviser l'Europe elle-même. L'unité européenne ne peut pas remplacer l'unité transatlantique. L'UE ne peut pas défendre l'Europe. » Monsieur Didier, est-ce que le secrétaire général de l'OTAN a raison quand il prononce ces paroles-là? Est-ce qu'on peut opposer aussi facilement Europe et OTAN, du moins UE et OTAN? Est-ce que la première est vraiment substituable à la seconde finalement? Est-ce que l'OTAN peut coexister avec la défense européenne, le projet de défense européenne? Alors, je crois que cette citation, c'est Jens Stoltenberg qui l'a prononcée justement après que le président Emmanuel Macron ait déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Dans un contexte un peu plus général, je pense que c'est typique vraiment de l'OTAN en tant qu'institution, en tant qu'organisation qui essaie de défendre son existence, de répondre à des invectives ou bien simplement à peut-être des initiatives qui peuvent être prises et qui donnent des signes justement d'un détachement de la défense européenne de l'OTAN. Alors, il faut quand même, je pense, revenir un peu sur ce que sont les missions de la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne, parce qu'il y a souvent confusion en fait. La politique de sécurité et de défense de l'Union européenne, c'est la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, qui avait changé de nom, donc, comme je vous le disais, avec le traité de Lisbonne. Mais en fait, c'est un label qui est très trompeur, puisque c'est ni une politique de défense, ni une politique commune. Ce n'est pas une politique de défense à proprement parler, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de défense territoriale, comme je vous le disais. C'est l'OTAN qui assure cette mission et l'Union européenne, en fait, elle mène à travers cette politique des missions extérieures de gestion de crise, de stabilisation, qui sont des missions parfois militaires et puis qui sont aussi des missions civiles, avec des objectifs de reconstruire des capacités de police, d'aider à la stabilisation d'un État, de contrôler des frontières, etc. Ça, c'est aussi peut-être une impulsion qui avait été donnée d'une part par les initiatives qui avaient été prises dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale, et puis aussi qui est poussée par un certain nombre d'États qui peuvent être, par exemple, des États neutres qui ne veulent pas d'une Union européenne qui devienne un projet militaire, donc qui pousse à ces missions civiles. Et puis ensuite, la politique de défense de l'Union européenne, ce n'est pas non plus une politique commune dans le sens communautaire, puisque la prise de décision est intergouvernementale, et puis les moyens de mise en œuvre et la mise en œuvre effective de ces missions civiles et militaires, elle dépend aussi des États. On a juste un petit mécanisme qui s'appelle le mécanisme Athena, qui sert grosso modo à rembourser des dépenses de fonctionnement, mais le principal substance financière pour ces missions-là de l'Union européenne vient des États. Et donc, ce que l'on voit, c'est que la politique de sécurité et de défense commune, en soi, elle est modeste. Donc, elle n'a pas vocation à remplacer l'OTAN, puisqu'elle se fait sur la base du plus petit dénominateur commun, dans la mesure où on a tous ces États, donc historiquement le Royaume-Uni, et puis aujourd'hui, comme l'avait dit Thierry Fortin, le centre de gravité atlantique de l'Union européenne qui tourne justement autour de la Pologne et des États baltes. Si on parle de substitution, c'est peut-être historiquement lorsque les missions de l'Union européenne ont remplacé au début des années 2000 les missions qui avaient été menées par l'OTAN dans les Balkans, où en fait on a eu simplement un phénomène de soldats envoyés par des États membres de l'OTAN dans le cadre de l'Alliance Atlantique qui ont changé leur badge et qui ont remplacé le drapeau de l'OTAN par le drapeau de l'Union européenne. Mais en tout état de cause, je pense qu'on peut plus parler de complémentarité avec une répartition normalement des tâches entre l'Union européenne et l'OTAN. Alors ça, c'est sur le papier et a priori, il n'y a pas d'ambiguïté donc sur ce que doit être la PSDC et sur ce que doit proposer l'Union européenne en matière de sécurité et de défense. Elle vient en fait s'ajouter, un peu compléter ce que fait l'OTAN. Là où c'est plus ambigu, c'est plutôt les développements qu'il y a eu du côté de l'OTAN ces 25-30 dernières années, avec finalement un éloignement de la mission de l'OTAN qui au départ vraiment visait à dissuader la Russie soviétique, puisqu'en fait, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la menace russe a un peu disparu des radars, enfin en tout cas, je n'étais pas là à l'époque, mais ça semble avoir disparu vraiment d'un coup, et donc on a eu tout de suite un questionnement de l'OTAN qui a fait évoluer un peu sa stratégie et qui a fait évoluer ce qu'on appelle son concept stratégique.
qui s'est un peu éloigné de la vision de guerre froide où il proposait comme priorité la dissuasion et la défense territoriale, et puis qui s'est un peu plus orienté vers les projets de coopération et puis les projets de gestion de crise, encore une fois, au même moment à peu près où on a eu la naissance de la politique européenne de sécurité et de défense. Et puis après le 11 septembre aussi, qui s'est mis à lancer des missions hors zone, donc les fameuses Out of Area Operations. Et donc aujourd'hui, donc le concept stratégique de l'OTAN qui est en place aujourd'hui, je crois que c'est celui de 2010, de Lisbonne, qui donc a 3 priorités. En fait, c'est la défense collective qui reste toujours sur le papier, mais en pratique, c'est surtout la gestion de crise et puis la coopération en matière de sécurité. Et donc, on a un peu ce chevauchement sur les dernières années entre ce que propose comme mission l'Union européenne dans le cadre de sa politique de sécurité et puis ce que propose l'OTAN. Et ça crée un peu un flou. Et ça rend parfois le partenariat entre l'Union européenne et l'OTAN obsolète. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de déclarations communes au cours des dernières années. Dès que l'Union européenne prend de nouvelles initiatives, ou bien dès qu'on a un sommet de l'OTAN, comme au Pays de Galles ou à Varsovie, on a des déclarations communes des dirigeants des 2 institutions qui visent justement à mettre l'accent sur la coopération entre elles. Et ça, c'est un premier problème. Et je pense qu'un deuxième problème aussi, c'est que l'OTAN, c'est pas seulement éloigné de ses missions de cœur, il a aussi eu un peu tendance, alors je prends peut-être un risque, hein, mais à jouer un peu le rôle de club ou d'antichambre de l'Union européenne, avec un certain nombre d'États qui vont adhérer à l'OTAN, avec aussi peut-être l'objectif de faire partie du club occidental et ensuite d'adhérer à l'Union européenne. Ce qui peut poser aussi problème. Et ça a été fait justement pour aussi éviter que ces États, donc par exemple les États d'Europe orientale et puis les États des Balkans, mais aussi des projets d'élargissement par exemple à l'Ukraine ou à la Géorgie, ça a été fait avec l'objectif d'éviter que ces États ne tombent dans le giron de la Russie. Sauf que ça a aussi pour effet indirect l'inverse en fait d'un peu exciter la Russie et de mener à une résurgence de la menace russe. L'Ukraine, c'est aussi pour ça. La guerre en Géorgie en 2008, c'est aussi pour ça. Et donc, est-ce que l'OTAN, pour justement justifier et revigorer un peu cette relation entre l'Union européenne et l'OTAN, n'aurait pas pour objectif justement de revenir un peu à sa mission de base, qui est celle de prémunir les États qui en sont membres d'une menace extérieure, d'une menace majeure, qui est la Russie, et d'éviter de s'éparpiller un peu dans des missions là où l'Union européenne justement peut un peu jouer le rôle que l'OTAN fait en termes de stabilisation, etc. Donc, on a un peu une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour l'OTAN face à cette menace, et puis aussi pour l'Union européenne, puisque dans la mesure où les États-Unis demandent de plus en plus d'efforts de la part des Européens en matière de contribution, et en même temps, ils demandent un peu, ils menacent plutôt de ne pas honorer leurs engagements vis-à-vis de l'article 5. Mais ça, c'est plus Trump que son administration, puisque le ministère de la Défense américain, lui, est plus pro-OTAN que Trump. On a finalement aussi peut-être des velléités du côté de l'Union européenne de développer cette autonomie davantage et de se détacher de l'OTAN. Pourquoi pas en parvenant à mettre en place une vraie politique de défense, là où aujourd'hui, ce n'en est pas une. Même si aujourd'hui, créer une armée européenne dans la décennie à venir, ce n'est pas du tout un objectif. C'est plus les commentateurs en parlent plus que les décideurs. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Effectivement, on assiste à cette évolution, cette métamorphose du concept stratégique de l'OTAN, et c'est justement la question que je souhaitais adresser à l'amiral Chevalreau. Le fait est que l'OTAN, 70 ans, a beaucoup changé d'objectif, de stratégie. Est-ce que la solution à l'avenir pour l'OTAN, au vu des critiques qui lui sont adressées aujourd'hui, ne serait-elle pas finalement de se recentrer sur ces principes fondateurs de l'Alliance transatlantique, avec par exemple l'article 5? Est-ce qu'on pourrait soulever la question, comme l'a fait M. Didier, de sa crédibilité aujourd'hui? Est-ce qu'il est crédible aujourd'hui? Est-ce qu'il le sera demain, ce fameux article 5? Et également la question des partenaires qui constituent l'OTAN, ces partenaires qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs. On l'a vu avec les États-Unis qui se désintéressent de plus en plus du continent européen pour l'Asie. On l'a vu avec la Turquie qui mène une politique qui n'est peut-être vraiment pas celle de l'Europe, notamment en Syrie. Donc voilà, Monsieur Amiral Chevalreau, est-ce que la solution finale pour l'OTAN ne serait pas de revenir sur ces principes fondateurs? Et si vous souhaitez aussi réagir aux propos de M. Didier, vous êtes le bienvenu. Oui, merci. Il y a beaucoup de choses parfaitement justes qui viennent d'être dites, naturellement, sur cette dualité, sur ce développement de l'Union européenne dans le contexte d'une OTAN qui existe déjà et qui
et qui s'est un peu cherché ces dernières années. Je voudrais rappeler effectivement, parce qu'on ne l'a peut-être pas fait, je ne me souviens pas qu'on l'ait fait, quelles sont les 3 missions fondamentales qui sont au cœur de l'Alliance et qui ont été définies, rappelées dans le concept stratégique de l'OTAN qui a été approuvé à Lisbonne en décembre 2010. C'est la défense collective, hein, donc l'article 5 s'inscrit dans cette défense collective, c'est le crisis management, la gestion de crise, donc les opérations en Bosnie, les opérations au Kosovo, c'était de la gestion de crise. L'opération en Libye, c'est de la gestion de crise en 2011. Et puis la 3e composante, c'est la coopération de défense, c'est-à-dire les partenariats, l'entraînement militaire d'un certain nombre de pays, etc. Donc, moi, j'aime bien parler en termes de valeur ajoutée quand on parle d'organisation de défense, parce que effectivement, on peut pas mettre nos œufs dans tous les paniers si ces paniers n'ont pas un bon retour sur investissement. Donc, quelle est la valeur ajoutée de l'OTAN? La valeur ajoutée de l'OTAN, effectivement, c'est essentiellement sa capacité et son organisation de défense collective. Mais l'OTAN a aussi prouvé qu'en termes de gestion de crise, face à des armées constituées, hein, comme en Libye, comme la Serbie de Milosevic, par exemple, l'organisation de l'OTAN était là pour faire face. Et finalement, l'Union européenne n'aurait pas été capable de mener la guerre que l'OTAN a menée au Kosovo, par exemple. Absolument pas possible. Voilà. Alors ça viendra peut-être, mais ce n'est pas possible pour le moment. Donc c'est pour ça que tout à l'heure dans mon intervention, j'ai parlé de haut de spectre et de bas de spectre. L'OTAN, c'est vraiment une organisation de haut de spectre, d'opérations militaires dures face à des adversaires très, très crédibles. Aujourd'hui, les missions de l'Union européenne, c'est la mission anti-piraterie Atalante contre des acteurs non étatiques et faiblement armés. Ce sont aussi les opérations ou les missions d'entraînement des armées africaines. Il y en a une au Mali, il y en a une en République centrafricaine. On vient de lancer une opération qui est l'opération successeur de Sophia, lutte contre l'immigration illégale en Méditerranée, une opération qui s'appelle Irini et qui s'est déplacée géographiquement vers l'est de la Méditerranée et qui va plus se focaliser sur la lutte contre ceux qui cherchent à rompre l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Donc voilà le genre d'opération aujourd'hui que l'Union européenne est capable de faire. Voilà. Mais c'est sûr que sur les missions de gestion de crise et sur les missions de coopération de sécurité, il y a une espèce d'overlap qui est en train de se constituer entre l'OTAN et l'Union européenne. Et ça c'est une difficulté. C'est une difficulté pour le développement de l'Europe de la défense. Et c'est une difficulté qu'on essaie de résoudre, notamment à travers ce qu'on appelle le dialogue OTAN-UE. Alors, ce dialogue OTAN-UE, il s'est énormément développé ces dernières années. Il y a des instances, il y a des sujets. On parle, par exemple, des opérations cyber, on parle des opérations hybrides, de la menace hybride, on parle des opérations maritimes, d'interdiction maritime. Enfin, il y a un certain nombre de sujets comme ça qui sont ajoutés dans le panier des discussions OTAN-UE, parce que ce qu'on cherche à faire, et notamment dans les processus de développement de capacité, c'est de ne pas avoir des développements contradictoires, mais d'avoir des développements cohérents. Voilà. Alors, je m'aperçois, Livio, que je n'ai pas répondu à une de vos questions dans la première partie de ce que vous m'avez demandé. C'est pourquoi le président de la République est sorti de ses gonds en décembre dernier dans une interview au Financial Times et a parlé finalement d'OTAN en état de mort clinique. Alors, bon, moi je crois que c'était pour secouer le cocotier, c'était pour secouer les dirigeants de l'OTAN. Et en fait, je pense qu'il s'agissait d'une colère froide. Le président, en fait, a réagi dans cette interview peu de temps après le retrait américain des forces spéciales américaines du nord de la Syrie.
là, on a quand même un mouvement militaire décidé sans consultation par Donald Trump qui impactait directement nos intérêts de sécurité. Parce que l'affaiblissement des Kurdes dans le nord Syrie, c'est quelque chose qui impacte nos intérêts de sécurité, sachant que la lutte contre Daesh est une de nos priorités nationales. Voilà. Donc, le président a tout simplement voulu pointer du doigt que des choses comme l'article 4 du traité de Washington. L'article 4, c'est un traité dont on parle moins que, c'est un article dont on parle moins que l'article 5, mais c'est un article extrêmement important qui prévoit des consultations entre alliés lorsque les intérêts stratégiques des alliés sont en cause. Et bien évidemment, M. Trump ne l'a pas activé. Voilà. Donc on a des difficultés aujourd'hui. Alors, effectivement, la valeur ajoutée de l'OTAN, je le crois profondément, c'est la défense collective. Et ce sera la défense collective dans les années qui viennent. Je crois aussi que quand on parle du futur de l'Alliance, il faut parler de ce qui constitue, de ce qui permet l'unité de l'Alliance, l'unité entre ses membres. Et là, on a une difficulté qui est en train de se développer. Pour avoir été dans l'Alliance et travaillé sur l'Alliance pendant des années, je crois qu'il y a deux piliers fondamentaux qui font la force de l'organisation, qui ont toujours fait la force de l'organisation et qui en conditionnent même l'existence. C'est d'une part l'existence d'intérêts stratégiques communs entre les alliés et d'autre part le fait que les partenaires dans cette organisation partagent les mêmes valeurs. Donc, intérêts stratégiques et valeurs. Or, aujourd'hui, ces deux composantes, elles sont mises à mal. Et c'est un petit peu ce que le président de la République a voulu dire en décembre 2019. Sur les intérêts stratégiques, je donnais l'exemple du Nord Syrie, je dirais qu'il y a une lente divergence qui est en train de s'installer entre Washington et les Européens, parce qu'on peut parler du retrait de Nord Syrie, mais on peut aussi parler de l'accord nucléaire iranien. On peut aussi parler de l'accord de Paris sur le climat. Bon, on voit bien que les intérêts de Washington aujourd'hui et les intérêts européens sont en train de lentement diverger. Donc, c'est un problème. Et puis, sur les valeurs, c'est évidemment la présidence Trump, son style, ses déclarations, ses décisions, le fait de pointer du doigt les Européens comme des quasi-ennemis économiques, qui met à mal cette communauté de valeurs. Alors, si l'Alliance perd ces deux composantes, valeurs communes et intérêts stratégiques, en effet, il ne restera plus grand-chose. On aura une organisation militaire qui tournera un petit peu sur elle-même, mais le moteur politique de l'organisation n'existera plus. Parce qu'en effet, si on aborde l'article 5, on est au cœur de l'OTAN. Et le cœur de l'article 5, c'est le principe de solidarité. Et la solidarité qui va jusqu'à l'engagement des forces militaires, elle ne s'entend que si le ciment entre les partenaires est suffisamment fort. Voilà. Alors, cet article 5, il a été invoqué. Il a déjà été invoqué. Il a déjà été invoqué une seule fois, et je dirais de manière assez paradoxale, au profit des États-Unis. C'est au lendemain des attentats du 11 septembre. Voilà. Je vous ai parlé de l'article 4. Côté Washington, on a également quelque chose qui a été mentionné précédemment. C'est le pivot asiatique, le pivot vers l'Asie, qui a été entamé sous la présidence Obama, qui s'accentue sous Trump et qui va encore s'accentuer. Les commentateurs, à juste titre, parlent de la mise en place, du développement d'une quasi-guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Et je crois que malheureusement, c'est l'avenir
c'est l'avenir qui nous attend. Donc aujourd'hui, la question de la pérennité du lien transatlantique, au moins dans son acception actuelle, elle mérite d'être posée. Et la question n'a rien d'évident. Et puis alors, vous avez évoqué la Turquie, parce que Washington n'est pas le seul problème dans l'Alliance. Donc vous avez mentionné la Turquie à juste titre. La Turquie est un membre extrêmement important pour l'OTAN, parce que la Turquie est positionnée sur son flanc sud-est, au contact des zones quasiment les plus dangereuses de la planète. Hein. Et le problème, c'est que la Turquie, depuis plusieurs années, poursuit des objectifs stratégiques qui ne coïncident pas, voire qui s'opposent à ceux des Européens. J'en citerai que deux. L'action de la Turquie en Syrie, et notamment le fait que pour la Turquie, l'ennemi principal, c'était les Kurdes, avant même l'État islamique. Et puis, deuxièmement, les visées et le comportement de la Turquie en Méditerranée orientale, ça c'est un problème très, très actuel, très brûlant, sur certaines zones maritimes exclusives des pays de l'Union européenne, la Grèce, Chypre, et contre les intérêts même de certaines compagnies privées européennes, notamment à des compagnies françaises et des compagnies italiennes. Donc là aussi, il existe des divergences stratégiques très concrètes et en augmentation entre la Turquie et ses partenaires européens. Alors, est-ce qu'on peut se passer des États-Unis aujourd'hui dans l'Alliance? Non. Sans les États-Unis, il n'y a plus d'alliance. Il y avait un ambassadeur français dont j'ai oublié le nom qui a dit une fois les États-Unis ne sont pas dans l'alliance. Les États-Unis sont au-dessus de l'alliance. C'est parfaitement vrai. Mais si les États-Unis disparaissent, il n'y a plus d'alliance. Voilà. Donc je crois que ce qu'il faut faire, c'est essayer de retrouver des valeurs communes et essayer de faire reconverger nos intérêts. Et en cela, je crois que l'élection de novembre 2020, l'élection de novembre prochain aux États-Unis va être importante. Je laisserai peut-être à Thierry Fortin, qui est plus spécialiste des États-Unis que moi, de nous en parler, mais je crois que on aura beaucoup plus de civilité entre Washington et Bruxelles. On aura, et l'entourage de Joe Biden l'a déjà annoncé, il y aura, si c'est lui qui est élu, il y aura vraisemblablement des efforts pour rejoindre l'accord nucléaire iranien, il y aura certainement des efforts pour rejoindre l'accord de Paris sur le climat. Mais le problème, c'est que ces mouvements ne changeront rien, je crois, au fait qu'il y a des tendances profondes dans la société américaine. La société américaine est de moins en moins d'origine européenne. Elle s'éloigne un petit peu de nos préoccupations de vieille Europe. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'instauration d'une espèce de guerre froide entre la Chine et les États-Unis va accaparer certainement la priorité de Washington. Merci beaucoup, Amiral. Je note le fait que ces débats reviennent souvent naturellement aux États-Unis et que ça reste un enjeu très important. Vous l'avez relevé à juste titre, le retrait américain de la Syrie, qui a été effectivement très contradictoire avec l'article 4. On pourrait en plus noter la forme par laquelle ce retrait s'est effectué, par un tweet du président qui a pris par surprise beaucoup de monde, notamment sa propre administration. C'est justement la question que vous avez soulevée, celle de l'avenir de l'OTAN et des États-Unis, que j'aimerais poser comme dernière question à M. Fortin, l'aspect relationnel entre l'OTAN et les États-Unis. L'avenir de l'OTAN, finalement, est-il tributaire de la relation transatlantique? Et comme l'a justement indiqué l'amiral, est-ce que les élections de 2020 peuvent changer quelque chose à cette relation? Si oui, dans quelle mesure? M. Fortin. Alors, il y a deux questions. Déjà, le fait que si l'OTAN est tributaire de la relation transatlantique, l'OTAN est transatlantique. C'est dès le départ un accord, un traité de défense collective qui se fait de façon. Il y a deux pays qui sont de l'autre côté de l'océan, hein, le Canada et les États-Unis. Il y a
On a l'Islande qui a été incluse aussi pour des raisons stratégiques. C'était le seul pays qui n'est pas d'armée à proprement parler. Mais oui, la caractéristique transatlantique de l'OTAN, elle est dans l'ADN du traité. En ce qui concerne les tensions qu'il y a eu sur les divergences, suite aux divergences stratégiques, elles ne sont pas récentes. Il y a des tas de tensions préexistantes. Il y en a eu tout au long, et c'est logique. On a des cultures différentes. Les Américains voient tout comme des géants. Ils voient un peu l'Europe comme un bloc et ils ont du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'entendre. Eux, ils voient leurs intérêts stratégiques de bloc à bloc. Nous, on a, et c'est ce que je vois moi avec des étudiants américains que j'ai dans mes cours, ils ont plus de difficultés peut-être à comprendre parfois que, on va dire, en 50 ou 100 km, on peut avoir des cultures totalement différentes au cœur de l'Europe, en particulier en Mitteleuropa, et entre Lyon, la Suisse, le nord de l'Italie, l'Autriche. Donc, c'est assez difficile à comprendre parfois pour des Américains qui voient les choses de façon beaucoup plus grande et qui voient les objectifs stratégiques à plus longue portée. Ça a donné des tensions en ce qui concerne les armes de destruction massive, en particulier les doctrines nucléaires. Pour eux, d'une certaine manière, on pouvait se permettre de faire la guerre avec des armes nucléaires, alors que pour nous, les armes nucléaires étaient toutes des armes stratégiques, quoi qu'il arrive, parce que si on les utilisait, c'était chez nous. C'était pas sur le territoire américain, c'était en Europe et en particulier en Allemagne. Donc, on se souviendra de ce que le général de Gaulle avait dit en 1958, il faut que la défense de la France soit française. C'est une phrase ça paraît être une lapalissade, mais en fait, c'était le problème, c'est si on a des armes nucléaires d'un pays étranger sur notre territoire, qui les utilise, qui donne l'ordre de tir. Et pour beaucoup de Français souverainistes, c'était impossible, la vision gaulliste, c'était impossible que ce soit un doigt américain sur un bouton américain avec une arme nucléaire américaine. C'est encore d'ailleurs à l'heure actuelle un point de divergence en ce qui concerne le stationnement d'armes nucléaires américaines qui sont, comme les Américains le disent, sous garde américaine, under US custody, c'est le terme qu'ils utilisent, comme la garde des enfants. Dans 5 pays, 5 pays de l'OTAN. C'est pas évident d'avoir des armes de destruction massive qui ne sont pas les vôtres. C'est un peu sur votre propre territoire, c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc, il y a des pays qui l'acceptent, et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile parce qu'ils ont une vision de leur propre défense qui est quand même différente. Il y a eu des tensions fortes aussi à l'époque de Chypre. Puisque les Américains ont donné plus ou moins, ils ont avalisé ce que les Turcs avaient fait, donc l'invasion de la partie orientale de Chypre, ce qui a mis les Grecs en furie, ce qui a déçu les Britanniques aussi parce qu'ils se sont rendus compte que d'une certaine manière, exactement comme pour la guerre indo-pakistanaise en 71, ils avaient choisi leurs propres intérêts stratégiques mondiaux par rapport à, on va dire, une vision plus britannique, plus mesurée de la situation. Et puis les relations aussi à la fin de la guerre froide entre l'URSS et l'Europe, où même les Britanniques voulaient vendre du matériel pétrolier, des pipelines et ainsi de suite. Et les Américains, après l'invasion de l'Afghanistan en 1979, ont mis un embargo qui posait des problèmes économiques aux Britanniques. Donc il y a des visions stratégiques différentes. On les a toujours plus ou moins on les a surmontés. Il y a eu de la négociation, il y a eu des coups d'éclat. Il y a eu, pendant le Kosovo en 1999, les Grecs ont refusé, il y a eu une crise interne, les Grecs ont refusé d'intervenir parce que c'était intervenir contre un pays. Alors, ils estimaient que c'était un pays, c'est vrai, c'était un pays où la Serbie, Belgrade, c'était la capitale d'un pays qui était souverain, qui était hors de la zone de responsabilité de l'OTAN, et ce n'est pas un pays qui a attaqué l'OTAN. Donc, et sans mandat ONU. Pendant 78-79 jours de frappe, il n'y a pas eu de mandat ONU, mais le mandat a été rétroactif. Donc, ça a posé des problèmes on a dit, les Allemands ont participé honteusement, les Français ont participé, mais ils ont joué ensuite. On a surtout bombardé des objectifs bosno-serbes et des objectifs qui étaient peut-être moins controversés. Mais cette position, on voit bien que, et quand je parlais tout à l'heure de la vision qu'ont les différents pays de l'OTAN, de la perception qu'ils ont de la menace russe, il y a des pays qui l'ont pas du tout. La Bulgarie ne voit pas tellement la Russie comme une menace, un pays slave orthodoxe, ils sont assez proches des Russes, bien qu'ils soient à l'intérieur de l'OTAN. Les Grecs non plus.
Voilà. Alors que d'autres pays ont une vision vraiment très claire de la menace russe parce qu'ils sont directement impliqués. Alors ça, c'était la première question. Et sur la deuxième question, vous pouvez me rappeler juste la deuxième question, s'il vous plaît? L'enjeu des élections de 2020 aux États-Unis. Alors, les élections de 2020, j'abonderai quand même dans le sens de l'amiral Chevalreau, à savoir que les invariants stratégiques américains, à savoir continuer à pouvoir faire des affaires. Alors, il y a des gens qui le disent plus. Trump, c'est un businessman. Lui, c'était clair, c'était dit directement. Il fallait que, il faut rentabiliser, il faut qu'on puisse avoir de l'énergie, il faut qu'on puisse… Et s'il faut qu'on se fâche avec des amis ou qu'on empêche certains amis de continuer leurs affaires avec d'autres, on l'a vu avec l'Iran, c'est le cas de l'accord iranien. C'est surtout les Français et les Allemands qui ont perdu pour l'accord iranien. Les Américains et les Britanniques n'avaient pas un gros intérêt avec les Iraniens. Par contre, nous, on en avait beaucoup plus. Et il a fallu remballer, pour le dire vulgairement, ce qu'on avait établi là-bas du jour au lendemain. Donc, voilà. Donc, je pense que les invariants stratégiques américains, ils vont rester ce qu'ils sont, le fait de protéger leur commerce, la liberté d'entreprendre, les apports énergétiques, même si la rhétorique politique et les postures seront différentes. Parce qu'évidemment, c'est du positionnement politique aussi de Biden face à Trump, qui a quand même un personnage qui est très haut en couleur, qui est quand même assez caractéristique. Donc, il faut pouvoir, pour que les Américains puissent voter en connaissance de cause, enfin, le peu d'Américains au total par rapport à notre participation électorale en Europe, on a quand même une participation aux États-Unis qui est quand même très faible, mais les gens qui vont voter à un moment donné doivent voir, il y a bien une différence entre les deux candidats. Donc il y aura probablement dans la rhétorique utilisée par Biden une grosse différence. Une position plus positive, peut-être moins portée sur les clashs, parce que Trump fait de la négociation agressive. Et d'une certaine manière, ça marche. Il arrive, il casse tout, il renverse la table, et puis après, on renégocie tout, mais voilà, il demande ça, et puis en fait, il… Monsieur le professeur, votre connexion nous perd un petit peu. Ce qu'il voulait, il a voulu… Monsieur le professeur, vous pouvez peut-être couper votre caméra si vous voulez pour que la bande passante fonctionne mieux. Ce sera, je vais couper la caméra. Voilà. Merci. Au niveau des données, ça sera plus simple. Voilà, comme je te disais, Trump a fait dans beaucoup de ses décisions, c'était de la négociation agressive, c'est un peu des coups d'éclat, c'est un peu du traitement de choc pour forcer les autres à se positionner, les mettre sur la défensive. Il a l'initiative en tactique. Un des gros avantages tactiques, c'est d'avoir l'initiative. Et lui, il a toujours l'initiative. Il dit ce qu'il pense, ou du moins ce qu'il prétend penser. Et les gens sont toujours sur la défensive, ils sont toujours réactifs. On aura probablement un autre style si c'est Biden qui est élu, mais je pense que les invariants seront toujours là. Maintenant, il faut, je pense, faire attention à la vision qu'on a peut-être du Parti démocrate par rapport aux républicains. Si tant est donné que Trump puisse être classé parmi les républicains, il est au moins aussi détesté chez les républicains, chez certains républicains que chez certains démocrates. Mais on risque d'avoir peut-être l'OTAN utilisé comme un proxy stratégique plus qu'économique avec Biden, mais les Américains resteront de toute façon impliqués, ils resteront les leaders, quoi qu'il arrive. Il est hors de question de toute façon pour eux qui jouent les seconds rôles. Ça, de toute façon, c'est pas, ou qui se retirent complètement. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci à tous les trois pour ce débat modéré qui a légèrement grignoté sur le temps de questions-réponses, mais on va tout de même en profiter du dernier gros quart d'heure qui nous reste pour essayer de répondre au maximum de questions que nous a posées les participants dans le public. Je vois une première question de Lucie qui nous demande quels sont les défis de demain pour l'OTAN, quel est le rôle de l'OTAN vis-à-vis du monde industriel. Je pense que les défis de demain, on a commencé à esquisser un début de réponse, notamment avec vous, Amiral, sur les intérêts stratégiques communs et les valeurs communes de l'OTAN. Peut-être que certains d'entre vous trois souhaiteraient rajouter quelque chose. Sur le rôle de l'OTAN vis-à-vis du monde industriel, peut-être, Amiral, vous souhaitez apporter une réponse? Sinon, M. Fortin ou M. Didier? Alors, je crois qu'il y a un des deux intervenants, je crois que c'est Brice qui a abordé la question effectivement de l'intérêt que présentait l'OTAN pour les États-Unis en termes de porte d'entrée pour les grandes
industries de défense américaines sur les marchés européens. Il est sûr que cet aspect-là reste prédominant. Je pense d'ailleurs que cet aspect des choses va constituer, s'il y a un élément de continuité entre l'administration actuelle et une éventuelle administration démocrate, je pense que c'est ce qui va être l'élément de continuité. C'est-à-dire que les efforts aujourd'hui de développement d'une Europe de la défense autour du Fonds européen de défense, autour de la coopération permanente structurée, vont continuer de se heurter à une action américaine qui va chercher à les limiter. C'est là qu'il va y avoir une continuité plus qu'ailleurs. Voilà. Après, je mentionnerai simplement le fait que la France n'est pas nécessairement mal positionnée sur la question de ses intérêts industriels par l'OTAN. Tout ça, enfin, en partie, au travers de ce que je mentionnais tout à l'heure, le poste de commandant stratégique pour la transformation de Norfolk aux États-Unis, qui se focalise sur la préparation de l'avenir et donc aussi sur le développement capacitaire de l'OTAN, est occupé par un général français. Voilà. Donc on a là une fenêtre d'action et d'observation qui est extrêmement intéressante. Voilà. Et d'où retour à la première question, intérêt pour la France d'être dans l'OTAN. Voilà. Il ne faut pas non plus surévaluer cet intérêt, mais on n'est pas nécessairement mal placé. Oui, vas-y, monsieur Didier, je vous en prie. Non, peut-être, effectivement, oui, c'est le professeur Fortin qui tout à l'heure parlait des débouchés que constituent les pays de l'Alliance Atlantique pour l'industrie de défense américaine. Et effectivement, l'administration américaine voit d'un mauvais œil le développement, les deux derniers grands développements de la défense européenne, la coopération structurée permanente et le Fonds européen de défense, puisque en fait, ce Fonds européen de défense qui a été voulu pour aussi peut-être donner un peu à la Commission européenne une porte d'entrée dans le domaine de la défense, puisque c'est elle qui contrôle ce fonds, pour subventionner des projets communs entre différents États membres. A priori, il est réservé pour les États membres de l'Union européenne qui participent à ces projets ou des États qui y sont associés. Et les États-Unis prennent un peu ça comme de la concurrence déloyale, entre guillemets, où on va subventionner des industries là où, pour l'instant, ce sont des débouchés surtout pour les Américains. Mais l'intérêt pour les Européens, c'est surtout à la base d'éviter toutes ces pertes de synergie avec effectivement tous ces jets de combat que l'on construit dans les différents États membres de l'Union européenne, tout cet argent qui est perdu parce que chacun fait un peu dans son coin. Mais les États-Unis, oui, le voient d'un assez mauvais œil. Ouais. Merci, monsieur Didier. Je vous propose qu'on passe à une autre question pour pouvoir en traiter le plus possible dans le peu de temps qui nous reste, avec une question de madame Annick Cizel qui nous rappelle effectivement que les États-Unis ont une lecture globale de l'OTAN et avec une priorité qui se tourne aujourd'hui vers l'Indo-Pacifique. La position française de défense du territoire européen demeure-t-elle compatible, selon vous, avec celle de Washington, qui est bipartite, ou la France est-elle en train de se globaliser sans l'inscrire dans une orientation politique officielle? Monsieur Fortin, peut-être? Je vais redonner la première partie de la question. Oui, peut-être ce sera plus simple. Allez-y, madame Cizel. Juste très rapidement, parce que je mentionnais que la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et évidemment le Royaume-Uni avons participé à des exercices conjoints, militaires conjoints maritimes avec les États-Unis en 2018 et 2019. Et donc, je posais la question de la compatibilité entre la position française politique publique, qui est toujours de défense du territoire européen, non, nous ne voulons pas d'une OTAN globale, quand les membres militaires et logistiques, Pays-Bas, Allemagne, de l'OTAN, allons partager des exercices militaires dans le Pacifique, ce que veulent les États-Unis. Donc, est-ce qu'on est en train de changer notre posture sans le dire? Était ma question. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup. Merci, Livio. Monsieur Fortin, est-ce que vous voulez répondre? Oui, je peux donner deux, trois. Il y a toujours un moment donné, à un moment donné, il faut bien donner quelque chose. On ne peut pas que prendre. À un moment donné, il faut donner quelque chose. Il y avait des étudiants polonais dans un de mes cours qui avaient demandé « mais qu'est-ce qu'on est allé faire en Irak ?»
Et j'ai dit, ben, vous voulez que l'OTAN meure pour vous protéger en Baltique, à un moment donné, il faut envoyer vos soldats, d'une certaine manière, à être exposés pour accomplir les missions de l'OTAN, ou des missions d'une coalition qui serait dirigée par, c'était pas une mission de l'OTAN, l'Irak, mais c'est les États-Unis et les Britanniques. C'est une mission qui était vue au départ, qui a été vendue comme quelque chose comme une guerre mondiale contre le terrorisme, et ainsi de suite. Donc, obligatoirement, des pays qui sont des nouveaux pays de l'OTAN, qui veulent être défendus par les États-Unis, par les Britanniques, qui veulent des déploiements sur leur territoire, à un moment donné, il faut qu'ils donnent eux aussi, qu'ils soient capables de montrer qu'ils sont capables d'aller faire un effort, d'aller combattre concrètement, de façon cinétique, sur les différents théâtres d'opération. C'est un peu le paradoxe qu'on a avec les Allemands, parce que d'une certaine manière, ils appliquent une influence stratégique économique, hein, ils vendent des armes, ils font des missions logistiques, ainsi de suite, mais ils veulent pas de soldats allemands tués, ils veulent pas de soldats allemands qui s'engagent. C'est un petit peu paradoxal, et c'est un des points aussi, un des points de divergence à l'intérieur de l'OTAN. C'est une situation paradoxale qui est un petit peu hypocrite, mais d'une certaine manière, il faut accepter. C'est une négociation. Vous prenez certaines choses, mais vous devez en donner d'autres aussi. Vous devez donner des garanties, parce que sinon, c'est dans un sens. Et c'est un peu ce que disait Trump. Very unfair to America. Nous, on paye, on donne, on déploie des soldats, mais vous donnez rien, quoi, hein. Il a reproché aux Allemands de contribuer à 1,1% à peu près de leur PIB, alors qu'ils ont un très bon PIB, 1,1% pour la défense. Il a dit, c'est ridicule, c'est absolument rien. Voilà. Merci beaucoup, M. Fortin. Amiral, vous voulez peut-être réagir? Oui, sur la question de Madame Cizel, là, qui est tout à fait pertinente, je voudrais simplement dire que la France n'est pas en train de se globaliser. La France est globale, elle est déjà globale. La France est une puissance pacifique, une puissance de l'océan Pacifique, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes familiers de l'océan Pacifique. Depuis des années, nous effectuons ce qu'on appelle des exercices de liberté de navigation en mer de Chine orientale. On navigue dans le détroit de Taïwan, on fait des escales en Chine, on fait des escales au Japon. Nous avons la Marine nationale, un certain nombre de frégates qui sont basées à Papeete et à Nouméa et qui sont très actives dans la région. On a un partenariat très étroit et qui s'est renforcé récemment avec l'Australie. On a un dialogue extrêmement dense avec l'ASEAN. Donc, la France est une puissance de l'État Pacifique, et la France est concernée par la sécurité dans l'océan Pacifique, comme tous les Européens devraient être concernés par la sécurité en mer de Chine orientale, dans le détroit de Malacca, qui représente quand même des voies d'approvisionnement maritime qui sont capitales pour les Européens. Et justement, un des efforts de la France, c'est d'essayer d'intéresser ses partenaires européens à cette région du monde. Et si vous voulez, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que les Allemands et les Pays-Bas commencent tout doucement sur la pointe des pieds à participer à un certain nombre d'événements. Alors nous, ce n'est pas l'OTAN qui est dans le Pacifique, hein, c'est simplement des puissances européennes qui ont un certain nombre de moyens et qui travaillent avec les Américains. On ne travaille pas avec les Chinois, hein, en ce moment. On a quand même un certain nombre de positions sur un certain nombre de sujets. Voilà. Donc je dirais que c'est plutôt une bonne chose de voir les Européens petit à petit aller vers l'océan Pacifique, parce que ça correspond aux intérêts stratégiques européens. Merci beaucoup, Amiral, et merci, Mme Cizel, pour cette question. Il est 19h24, je vous propose qu'on termine avec une dernière question. Comme ça, on pourra conclure dans les temps. Une question de Grisel Meneses, j'espère que je le prononce bien, je suis désolé. La pandémie de Covid-19 a révélé des budgets de défense exorbitants et n'étant pas une garantie de la sécurité des citoyens, la question étant, quelle est la position de l'OTAN face aux risques climatiques et de sécurité alimentaire? Concrètement, comment elle contribue aux objectifs 16 de l'agenda 2030, paix, justice et institutions efficaces? Est-ce que M. Didier, vous souhaitez réagir à cette question, ou bien M. Fortin ou l'amiral?
qui porte justement sur le risque climatique et le risque de sécurité alimentaire vis-à-vis de l'OTAN. Je laisse volontiers mes copanélistes répondre à cette question. Bon, je peux peut-être dire un mot. Allez-y. Là, il est sûr que le climat et les pandémies ne constituent pas un domaine où l'OTAN a une valeur ajoutée évidente. Hein. On est là dans le multilatéralisme, on est là dans l'approche globale, on est là dans le dialogue entre puissances, on est là dans la mise en commun d'un certain nombre de choses. Donc, l'OTAN a constitué toute sa raison d'être autour de ses capacités militaires et de la capacité à agir sur les opérations, ce qu'on appelle les opérations dures. Donc, voilà, je dirais que là, on a zéro compétence de la part de l'OTAN, qui, à la marge, effectivement, peut prendre telle ou telle initiative, mais enfin, ce ne sera pas déterminant ni central dans la réponse à ces véritables questions. Alors après, l'impact sur les budgets de la défense de l'épidémie du Covid-19 et en fait de ses conséquences économiques, ça c'est une vraie question. Effectivement, c'est une vraie question. Alors la question peut se poser sur la France. Moi, j'observe simplement que en France, l'industrie de défense est justement un des endroits où l'État peut investir dans le contexte d'une crise économique pour booster l'économie et pour booster un certain nombre de centaines ou de milliers de sous-traitants. C'est un domaine dans lequel l'État peut agir. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée que de diminuer le budget de la défense, que de diminuer les cibles défense. La deuxième remarque que je peux faire, c'est que il ne faut pas non plus toujours combattre la guerre d'avant. C'est-à-dire que nous n'étions pas préparés, ou on va dire mal préparés à la pandémie actuelle. On va tenter de corriger cette situation, mais il ne faut pas non plus que ce qui vient d'arriver nous aveugle totalement sur les autres risques et les autres menaces. Parce que la prochaine crise, il y a peu de chances que ce soit une pandémie. Prochaine crise, moi je parie personnellement sur une cyberattaque majeure. Voilà. Et là, on se réveillera et on se dira, mais a-t-on pris les dispositions ? Donc, il faut faire attention de ne pas combattre la dernière guerre ou d'être focalisé seulement sur la guerre actuelle. Merci beaucoup, Amiral. Monsieur Fortin, peut-être pour terminer, pour conclure sur cette question du budget. Je voulais rajouter, compléter ce que disait l'amiral en disant le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, a fait plusieurs remarques là, récemment à ce sujet en disant qu'il ne fallait surtout pas resacrifier à nouveau le budget de défense. Il a exprimé d'une certaine manière une certaine déception en disant que ce scénario de pandémie, il est prévu dans le livre blanc. Hein. Il est prévu dans les livres blancs de 2013 et de 2017, hein, la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. C'est prévu dans les livres blancs de tous les pays, on va dire quasiment, qui ont des institutions militaires qui comptent dans le monde. Hein. Voilà, ça fait partie des scénarios. Maintenant, un niveau, là, c'est carrément un niveau mondial qu'on aurait dû réagir. Quand on voit qu'on a eu une difficulté à réagir au niveau européen, où les gens ont réagi culturellement et nationalement. Ils ont fermé leurs frontières. Il y a eu des bagarres pour récupérer des masques. Il y a eu une demande d'exclusivité des Américains sur les vaccins, si c'est Oxford qui trouvait les premiers vaccins. Bref, on voit bien que chacun réussit d'une certaine manière. Les gens se sont renfermés, on va dire, sur une vision nationale, alors qu'on aurait dû avoir une coopération au minimum européenne. Vous poserez la question aux Italiens, vous verrez ce qu'ils vous en diront, ou sinon mondial. Donc, comment l'OTAN n'est pas vraiment, l'OTAN c'est un outil, ça reste quand même un outil militaire essentiellement. Donc là, on est au-delà de simplement une réponse militaire. Peut-être pour donner un peu le contrepoint au niveau de l'Union européenne, alors pas pour l'OTAN, mais en tout cas au niveau de l'Union européenne, on a eu des gros progrès ces dernières années, notamment avec la mise en place de ce Fonds européen de défense. Je pense que malgré l'explosion du budget à disposition de la Commission européenne avec les accords qui sont en train d'être trouvés au niveau des chefs d'État,
on va quand même avoir une contraction budgétaire qui risque aussi de redistribuer un peu les cartes. Et du coup, les initiatives prises pour l'autonomie stratégique européenne, du fait du débat qu'on a depuis notamment le vote sur le Brexit, risquent peut-être d'être revues à la baisse, je pense. En tout cas, la politique de défense européenne, l'intégration en matière de défense, risque de ne pas devenir la priorité de l'Union européenne pour les quelques années à venir, voire la décennie à venir. Eh bien, merci beaucoup. Il est 19h30, nous terminons dans les temps, précisément. Merci à tous les trois pour vos réponses. Merci au public d'être resté aussi nombreux jusqu'à la fin et merci pour leurs questions. Nous remercions tout particulièrement nos intervenants, l'amiral Chevalreau, le professeur Thierry Fortin et le chercheur Brice Didier. Je rappelle que vous pouvez les suivre, notamment sur les réseaux social LinkedIn, si vous souhaitez être tenu au courant de leurs actualités. On remercie également Rémi pour la gestion technique durant cette heure et demie. Je rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut Open Diplomacy pour être tenu au courant de nos événements futurs. Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook Open Diplomacy-Lyon pour être tenu au courant des événements spécifiques à Lyon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous remercie pour ces débats de très grande qualité. Merci à vous aussi. Bonsoir. Merci. Merci.